Bienvenue, on va prendre un petit peu de hauteur ce matin, rester dans l'actu brûlante tout en faisant de l'histoire. Vous signez ce livre qui s'appelle Smolensk aux éditions Perrin. On va y revenir dans quelques instants, mais avant, une ou deux petites questions d'actualité. On va commencer par notre consoeur Anne Seften, que vous retrouvez après le temps de l'info dans le 12-15, qui a découvert cet extrait que vous allez écouter. C'est la ministre des Affaires étrangères allemande. Ça fait très peu de bruit en France, mais les Russes en parlent beaucoup. Regardez ce qu'elle a déclaré, c'était il y a 2 jours au Parlement européen. J'ai déjà dit ces derniers jours, oui, nous devons faire plus pour défendre l'Ukraine. Oui, nous devons en faire plus également en ce qui concerne les chars. Mais le plus important et le plus crucial, c'est que nous le fassions ensemble et que nous ne jouions pas au jeu des reproches en Europe, car nous menons une guerre contre la Russie et non les uns contre les autres. Nous menons une guerre contre la Russie. Évidemment, tous les Russes disent « Ah, la preuve, ils sont en guerre contre nous ». Le ministère des Affaires étrangères allemand, depuis, a dit que ces mots avaient un petit peu dépensé sa pensée, qu'elle s'était mal exprimée. C'est intéressant quand même, cette déclaration. Oui, c'est en plus surprenant, historiquement parlant, d'entendre un responsable allemand parler de la guerre à la Russie. Oui. Mais enfin, il faut officialiser les choses. Effectivement, on est en guerre avec les Russes, même si on ne le dit pas. On parle de co-belligérance et tout ça, mais c'est bien l'Occident qui, aujourd'hui, avec les Américains derrière, font la guerre à la Russie pour les Ukrainiens et avec les Ukrainiens. Donc, c'est une réalité. Alors, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de dire la vérité sur ce qui est en train de se passer? Je pense pas. C'est brutal, mais c'est intéressant, quoi. Il n'y a pas de soldats engagés. Il y a des chars lourds qui arrivent, mais il n'y a pas de soldats, notamment allemands, en Russie. Non, enfin... C'est important, non, mais c'est important de le dire. Non. Aujourd'hui, ce ne sont que les Ukrainiens qui se battent, équipés évidemment par l'Occident, mais il n'y a pas de présence militaire occidentale sur le terrain. Et on va voir, je renverse mon micro, excusez-moi, tout va bien. On va voir dans quelques instants à quel point l'histoire entre les Russes et les Allemands est complexe dans votre livre. J'ai une autre question d'actualité. Il y a quelques instants, c'est Vladimir Poutine qui commémore la Journée internationale des victimes de l'Holocauste. On va voir cette citation. Il dit « Oublier les leçons de l'histoire conduit à la répétition de terribles tragédies. La preuve en est les crimes contre les civils, le nettoyage ethnique et les actions punitives organisées par les néo-nazis en Ukraine. » Les néo-nazis en Ukraine, ça fait 1 an, enfin même plus d'1 an qu'ils répètent ce terme-là. C'est son obsession. Ah mais oui, mais toute la rhétorique de Poutine, donc nazi, solution finale, génocide, c'est pas pour nous qu'il le dit, c'est pour sa population, parce que tout ça renvoie à une obsession russe qui est celle de la victoire de la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Et comme les Russes ont été au fil des décennies depuis la Seconde Guerre mondiale baignés dans le souvenir, dans ce culte de la Seconde Guerre mondiale, bah évidemment ça fait une corde qui résonne. Le citoyen russe aujourd'hui qui... Tous les Russes ont perdu un membre de leur famille, voire 2, voire 3 dans la Seconde Guerre mondiale. Donc le seul ressort que possède Poutine, c'est ce ressort-là, c'est-à-dire la guerre contre l'envahisseur. C'est toujours de la faute des autres, de toute façon. Mais dans la déclaration de Poutine, vous pourriez assez facilement supprimer enlever le mot néo-nazi, remplacé par russe, parce que les Russes, pendant tout ce siècle, ont aussi commis envers leur population des massacres ethniques, envers les Polonais, donc c'est pour ça que c'est... C'est une réécriture permanente de l'histoire. C'est une réécriture permanente de l'histoire, et c'est surtout parce que la Russie n'a pas grand-chose d'autre à vendre à son peuple que cet immense succès contre les nazis. Parce que pour le reste, le siècle qui vient de s'écouler, c'est un siècle d'oppression politique et de pauvreté qui se termine par les années Eltsine. Il y a la parenthèse... Il y a quand même la nécessité, du point de vue russe, de garder l'Ukraine dans le giron de l'ancien empire soviétique. Ah mais c'est tout le problème, c'est que beaucoup de Russes estiment que l'Ukraine et encore plus la Crimée font partie de l'empire, de même que la Biélorussie. Donc c'est difficilement acceptable, effectivement, si on se met à la place des Russes, de savoir que si les Ukrainiens gagnent la guerre, eh bien il y aura l'OTAN sera à la frontière russe. Voilà, et que l'Ukraine sera européenne et appartiendra à l'OTAN. Tout à fait, mais je rappelle que quand même aucun des pays du bloc de l'Est n'a demandé à rejoindre le régime russe. Ça faisait envie à personne. Donc ça, Poutine le savait.
On va parler de votre livre, on va plonger ensemble. Smolensk, vous avez choisi Smolensk, la cité du malheur russe. Vous avez choisi cette grande toile intitulée La bataille de Smolensk de Jean-Charles Langlois, qui est toujours à Versailles. Et vous rappelez que cette ville a connu la campagne de Russie de Napoléon en 1812, a été au cœur du front de l'Est d'Hitler de 41 à 45, la terrible opération Barbarossa dont on va parler. Il faut vraiment se souvenir de ce que c'est l'opération Barbarossa. Et se retrouve aujourd'hui impactée par la guerre d'Ukraine. Quels sont les points communs et les divergences entre ces trois moments très différents de l'histoire ? Alors, avant Napoléon, il y en a même encore d'autres. Il y a les Polonais, il y a les Suédois. Même les Vikings, vous remontez aux Les Vikings. Vikings, oui. C'est un peu une malédiction, cette ville, parce qu'elle est à 400 km à l'ouest de Moscou, donc assez proche de la Biélorussie, et c'est un verrou sur la route des conquérants. Il faut absolument s'emparer de cette ville. On voit la carte, justement. Donc les Polonais à plusieurs Voilà. reprises, et quand Napoléon franchit le Niémen, l'avancée... il y a des escarmouches, il n'y a pas de grande bataille, mais quand on arrive à Smolensk, là, les Russes défendent la ville, qui va être totalement incendiée, prise, et Napoléon va continuer, aller jusqu'à Moscou, qui va brûler aussi. On connaît l'épisode de la retraite, qui repasse par Smolensk. Mais on connaît plus Waterloo que Smolensk. Ah on oui, connaît oui. la Bérésina, qui est pas très loin. Oui, la Bérésina, surtout. La Bérésina, c'est dans le langage oui, commun. tout à fait. Mais Smolensk, dans toutes les histoires guerrières concernant la Russie, est vraiment une ville dans laquelle se sont livrés des combats terribles, parce que c'est ce qui s'est passé en 41 avec Barbarossa. Les Allemands ont pris la ville, mais très vite une poche s'est constituée autour de la ville pour freiner l'avancée allemande et avoir le temps d'armer Moscou. Et finalement, les Russes n'ont pas répété l'erreur de la campagne napoléonienne. Moscou n'a pas été prise. Et finalement, les Allemands, alors, n'ont pas reflué comme les Français ont reflué pendant la campagne de Russie, mais eux aussi ont vu revenir l'armée rouge en 43 et sont partis. Donc cette ville, c'est vraiment un échantillon du malheur russe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Leningrad a été assiégé, mais n'a pas été prise. Stalingrad, les Russes ont gagné. Mais là, c'est vraiment une ville non seulement prise, occupée, avec une barbarie considérable de la part des nazis. Donc on retrouve là tout ce qui s'est passé de tragique dans la Russie. Et c'est en ce sens que ce qu'on a entendu avec la ministre des Affaires étrangères allemande et la citation de Vladimir Poutine il y a quelques instants sont d'actualité. Ça fait écho à cette histoire-là. Tout à fait. Mais moi, je ne suis pas très étonné, parce que je suis allé 4 fois en Russie ces 3 dernières années. Et dès le début, je me suis dit, mais ils sont fascinés par la guerre. Enfin, je sais pas, il y a une image que tout le monde connaît un peu, le métro de Moscou. À tous les coins de couloir, vous avez des colosses barbus, des statues avec la mitraillette, le chargeur rond, et tout ça, c'est des images de victoire. On a beaucoup bataillé en France. Il y a peu de choses comme ça dans le métro. Les monuments à Smolensk, il y en a partout. Et d'ailleurs, quand la ville a dû être rebâtie après la Seconde Guerre mondiale, le premier ordre, alors il ne restait plus rien, le premier ordre des autorités, ça a été rebâtir les murailles et tous les monuments de la résistance, glorifiant la résistance à Napoléon. Parce qu'il fallait, la première chose, c'était redonner de l'espoir aux citoyens soviétiques, et ça passait par les symboles de leur résistance. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de très prégnant. En fait, on se